Allez, aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait beaucoup parler, le franglais. On est d'accord, on entend des mots anglais partout, tout le temps. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce une menace pour notre langue? Ou au contraire, est-ce que c'est le signe qu'elle est bien vivante? Bon, c'est parti, on va creuser tout ça. On va commencer direct avec la question qui fâche. Est-ce que le fait d'utiliser des mots comme le week-end, le briefing ou le parking met en danger la langue de Molière? C'est vraiment ça le cœur du débat. C'est la controverse qui oppose les puristes et les modernes. Et ça ne date pas d'hier. Il suffit de jeter un œil à cette liste. On est littéralement entouré par ces mots. Ils font tellement partie de notre quotidien qu'on ne les remarque même plus. Et ce phénomène, cette omniprésence de l'anglais dans la langue française, eh bien ça a un nom, le franglais. Bon, entrons dans le vif du sujet. Cet afflux de mots qui viennent d'ailleurs, ça divise complètement les opinions. D'un côté, il y a ceux qui crient à l'invasion, et de l'autre, ceux qui y voient plutôt un signe de vitalité. Donc, voilà les deux camps. Pour les premiers, une langue qui emprunte, c'est une langue en bonne santé, une langue ouverte qui s'adapte au monde qui change. Mais pour les autres, c'est tout l'inverse. Pour eux, c'est un symptôme de pauvreté, la preuve qu'on est incapable de créer nos propres mots, et ça irait même jusqu'à être un danger pour notre culture. Deux visions qui s'opposent totalement. Et justement, cette citation du lexicographe Bernard Quémada, elle est très éclairante. La néologie, c'est le fait de créer des mots nouveaux, et l'emprunt, c'est l'une des manières de le faire. Selon lui, c'est un processus absolument vital. En clair, une langue qui n'évolue plus, c'est une langue qui est déjà en train de mourir. Et pour vraiment remettre les choses en perspective, il faut se rappeler d'un truc. Le français lui-même est fait d'emprunts. Imaginez un peu, on estime que 80% de notre vocabulaire vient du latin. Autrement dit, le français est né de l'emprunt. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors justement, arrêtons de penser que l'emprunt, c'est un simple copier-coller. En réalité, c'est un processus beaucoup plus subtil et complexe qu'on pourrait le croire. On va voir un peu comment ça marche. Bon, voilà le cas le plus évident. L'emprunt lexical. C'est simple, on prend un mot étranger, souvent un nom, et hop, on l'intègre directement dans la langue. Pensez à football, basketball, handball. Pas besoin de chercher une traduction, le concept est adopté avec son nom d'origine. C'est direct et efficace. Là, c'est plus malin. On ne pique pas le mot, on pique juste un de ses sens. Le mot souris existait en français bien avant les ordinateurs. Mais quand le mouse anglais est apparu, au lieu de créer un mot de toute pièce, on a simplement ajouté ce nouveau sens au mot souris, parce que, l'objet ressemblait à l'animal. C'est un emprunt de concept. Et maintenant, attention, petite révélation qui va peut-être en surprendre certains. Des mots qu'on est persuadé d'avoir piqués aux Anglais ou aux Américains sont en fait de pures inventions françaises. Et les voici, les fameux faux amis. Footing, parking, motocross, ils sonnent très anglais, c'est vrai, mais un anglophone ne les comprendrait pas comme nous. Un parking, pour eux, c'est un car park, et faire un footing, c'est to go for a run ou jogging. Ce sont en fait des créations françaises qui se donnent un petit air cool et international. Parce qu'un mot étranger, il n'arrive pas juste comme ça pour rester dans son coin. Non, il y a tout un processus d'intégration, d'adaptation, bref, un processus de francisation. L'histoire du mot budget est juste incroyable. À l'origine, c'est un vieux mot français, bougette, qui voulait dire petite bourse. Les Anglais nous l'ont emprunté. Chez eux, le sens a évolué pour désigner l'argent qu'il y avait dedans, puis les finances d'un pays. Et des siècles plus tard, au 19e, voilà que le mot nous revient, complètement transformé avec son sens financier actuel. C'est ce qu'on appelle un réemprunt, un vrai mot globe-trotter. L'adaptation, elle peut aussi être dans la forme du mot. Regardez comment le suffixe anglais en ing se transforme très souvent en age en français. Doping devient dopage, forcing devient forçage. L'orthographe aussi s'adapte. Connection avec un CTN, par exemple, redevient connexion avec un X, sa forme d'origine. Le mot se plie en quelque sorte aux règles de sa nouvelle langue. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait le tri ? Comment savoir si un mot emprunté est vraiment utile ou si c'est juste un anglicisme superflu? Eh bien, les linguistes ont des critères assez clairs là-dessus. On peut résumer ça en 3 tests assez simples. D'abord, est-ce que le mot remplit un vide? Est-ce qu'il nomme quelque chose de nouveau pour lequel on n'avait pas de mot? Ensuite, est-ce qu'il s'intègre bien à la prononciation et à la grammaire française? Et enfin, est-ce que les gens l'utilisent massivement? Est-ce qu'il a été adopté? Alors, pour détailler un peu, un mot comme shampoing, par exemple, est accepté parce qu'il comblait un vide. L'emprunt est bien vu, s'il ne vient pas faire de l'ombre à un mot français qui existe déjà. Son adaptation, comme on l'a vu pour dopage, ça aide beaucoup à son intégration.
Et puis au final, si tout le monde l'utilise depuis des lustres, comme le mot crash, le débat est terminé. C'est l'usage qui l'emporte. Et à l'inverse, quand est-ce qu'un anglicisme est rejeté? La réponse est assez simple. Quand il ne sert à rien. S'il ne fait que remplacer un mot français qui fonctionne déjà très bien, il est souvent vu comme un parasite linguistique. L'exemple de non-stop, il est parfait pour ça. Franchement, pourquoi l'utiliser alors qu'en français, on a déjà des mots très précis comme ininterrompu ou continu? Dans ce cas-là, l'emprunt n'apporte absolument rien de nouveau. On peut même dire qu'il appauvrit un peu le choix de mots qu'on a à notre disposition. Et cette citation de Jean d'Arbelnet, elle résume parfaitement la pensée des puristes. C'est un peu un appel à mieux connaître et à mieux utiliser les trésors de notre propre langue avant d'aller chercher des substituts ailleurs. Une critique assez directe d'un certain snobisme en fait. Alors au final, menace ou évolution? Eh bien comme souvent, la réponse est nuancée. L'emprunt n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un phénomène naturel et même vital pour une langue. Tout dépend de sa fonction. Est-ce qu'il répond à un vrai besoin ou est-ce qu'il fait doublon? C'est son utilité et non son passeport qui devrait être le vrai critère. Et on va finir avec une question, juste pour réfléchir. Quand on voit à quel point les langues s'influencent, s'empruntent des mots et se transforment depuis des centaines d'années, l'idée même d'une langue pure qui n'aurait subi aucune influence extérieure, est-ce que ça a vraiment un sens? La question est ouverte.